Alors Bertrand Caron, vous confirmez cette importance prise par les essais cliniques. Donc vous, ancien directeur général de Braun France. Je dirais que tout ça, effectivement, ça dépend comment on veut le regarder. Soit on le regarde comme étant une somme de contraintes et par conséquent, ça va devenir excessivement contraignant, c'est le cas de le dire, et un peu douloureux. Je pense qu'à l'inverse, il faut prendre ça de façon structurante. En fait, ça guide. Et je pense que c'est ça qu'il faut dire à la fois aux entreprises et aux différentes équipes qui peuvent être confrontées à ça. C'est que, certes, c'est un chemin délicat, tortueux. Cependant, ça peut être effectivement très structurant et ça permet de poser les choses. On disait tout à l'heure, il faut faire des choix et je pense que une innovation, c'est le résultat d'une observation qu'on a pu faire d'un marché. Et moi, j'insiste aussi beaucoup là-dessus pour être sûr que l'innovation qu'on est prête à mettre sur le terrain, il faut préalablement bien comprendre à qui elle va être destinée, à quel marché elle va être destinée, et également, pour faire un lien avec les essais cliniques, à quelle pratique chirurgicale, si on parle d'un geste chirurgical, on va l'opposer. Puisque maintenant, compte tenu de cette démonstration du service médical rendu, si on parle dans un langage de pharmacien, ou de service je dirais de démonstration du service attendu, et bien de l'amélioration du service attendu, voilà, il est certain qu'il va falloir faire la démonstration vis-à-vis notamment des payeurs que la nouvelle pratique chirurgicale va apporter certes des bénéfices cliniques, mais également d'un point de vue économique, que ça ne va pas coûter plus cher à la société, ou si c'est le cas, ça va permettre de faire des économies par ailleurs. Donc on est bien dans cette logique, on va dire, économique, qui consiste, et ça c'est intéressant, notamment par rapport aux KOL dont on vient de parler, aux Key Opinion Leaders, c'est de leur faire revenir un petit peu les pieds sur terre en disant la science, certes on en a absolument besoin pour ouvrir des portes, cependant il faut que quelque part derrière ça puisse faire avancer la prise en charge pour les patients, mais aussi dans une logique économique où tous les acteurs, on va dire, gagnent leur vie et pour assurer la pérennité, parce que sinon on est en plein délire, quoi. Voilà. Donc documenter son bénéfice, montrer son bénéfice, être capable de montrer son bénéfice. Alors ça peut être quoi le bénéfice? Parce que moi je me souviens par exemple, vous m'avez raconté une histoire dans une entreprise dans laquelle vous avez travaillé, vous avez lancé des cathéters de sécurité, si je me trompe pas. Oui, entre autres. Ils avaient un seul petit problème. Ils valaient coûter 3 fois plus cher que les autres. Alors, oui, il s'agit en fait de l'avantage, c'est qu'un cathéter de sécurité, ça permet de diminuer les accidents d'exposition au sang, notamment. Et donc, ce qu'il faut rapporter auprès des décideurs hospitaliers lorsqu'on vend ce genre de produit, c'est quel est le coût de la prise en charge d'une personne qui est infectée par un accident d'exposition au sang. Alors soit c'est vis-à-vis de l'établissement qui va devoir le supporter en partie, mais c'est surtout de prendre aussi du recul par rapport à ce que la société va devoir aussi payer dans toute la prise en charge du traitement. Et donc c'est ce genre d'exercice, et c'est un exercice qui est absolument nécessaire parce que de l'autre côté, on va dire de la relation, il y a des acheteurs qui se sont professionnalisés ces dernières années et qui, eux, ont une logique, on va dire, très économique et où eux sont armés, on va dire, intellectuellement parce que c'est leur éducation qui est faite comme ça, de ces schémas où il faut pouvoir à tout moment démontrer le surprix, oui, c'est ça, ou la plus-value d'un produit et de ce que ça va permettre de faire comme économie par ailleurs. Donc ça, c'est ce qui s'est passé avec le cathéter de sécurité. Mais on a d'autres exemples. Vous avez réussi à le vendre, etc. Bien sûr. Et bien le vendre. Et bien le vendre. Bon, tant mieux pour vous. Et bien le vendre. Et donc là, il faut documenter le bénéfice. Et alors, comment est-ce qu'on fait? Parce que comment on évalue? Il y a des recherches là-dessus. Il y a plein de choses. Le prix d'une personne qui a eu une affection. D'une part, c'est documenté dans la littérature. On sait combien ça coûte. La prise en charge, ça, c'est vraiment très accessible de ce point de vue-là. Mais je prendrai d'autres exemples. Je veux dire. On parle de plus en plus, si je fais une allusion il y a 2 minutes, sur les acheteurs professionnels qui sont aujourd'hui aux commandes de pas mal de groupements. On essaye de groupements d'achat, qui soient hospitaliers ou de cliniques, et où, heureusement, quelque part, on est en train de sortir de la notion de prix facial vers ce qu'on appelle le TCO, le Total Cost of Ownership, qui consiste à prendre le coût d'usage de l'ensemble en fait, du produit, mais également des coûts qui sont liés à l'exploitation du produit, que ce soit sa maintenance, que ce soit sa réparation, que ce soit son amortissement, son nettoyage. Et ça, ça va aussi aider à, on va dire, à expliquer certaines différences qui peut y avoir au niveau du prix facial. Parfois, un produit plus cher au moment de l'achat, peut se révéler très pertinent
dans la durée, parce que soit sa durée de vie sera plus longue, ou soit le coût d'entretien de ce même produit sera moindre. Voilà. Donc on vient de se dire qu'on allait avoir davantage de travail autour des essais cliniques, peut-être davantage d'essais cliniques, que ça n'allait pas être simple, qu'en même temps il faut prouver son bénéfice de façon encore plus argumentée que par le passé. Moi je suis peut-être dans une phase amont, il faut que je m'en préoccupe quand de penser à ça? J'ai le temps là ou... Il faut s'en préoccuper le plus tôt possible. En fait, la prise en compte de ces contraintes réglementaires, si on les prend dès les phases de prototypage, voire même avant, plus on gagne du temps au moment de la commercialisation. Clairement. Ouais. Donc, faire ça le plus en amont possible. Oui. D'accord. Oui, Thomas. Petite anecdote à ce sujet. Un projet qui avait démarré 2 ans avant, donc dans la région d'ailleurs, très universitaire, ils étaient sur le point de démarrer avec une vision plus ou moins précise de leur marché et ils sont venus quand même nous interroger à ce moment-là sur la qualification du produit, en tout cas sur l'environnement réglementaire. Ça fait 2 ans qu'ils travaillaient dessus et au final c'est pour leur dire que malheureusement il n'y avait pas de marché. En tout cas malheureusement il n'y avait pas de possibilité réglementaire où il y avait des interdictions de principe, donc ils ont mis 2 ans. Ils ont perdu 2 ans. Pour s'en rendre compte. Ils ne s'étaient pas posé la question, en fait. Ils ne s'étaient pas posé la question. Donc, il a fallu 2 ans pour finalement arriver à un no-go, à dire, non, on ne peut pas. No-go. Voilà, c'est pas possible. Absolument. Et vous vous souvenez de quoi il s'agissait? Quel était le problème réglementaire? Grosso modo, ce que vous avez conçu, il n'entre pas dans les clous, quoi. C'est ça que ça veut dire? Oui, alors je me souviens plus exactement, ça remonte à quelques années déjà, je sais que c'était du côté des Alpes, par là-bas. C'est ça le principe, hein, voilà. Vous avez conçu quelque chose que voilà, dans l'État, on ne peut pas mettre sur le marché. En fait, voilà, je ne sais plus si c'était la composition ou l'indication, mais ça ne répondait pas, ça ne pouvait pas répondre en tout cas à un environnement réglementaire précis. Voilà. C'est dommage parce qu'il était génial ce produit. Certainement.